choisir le microphone et la caméra qui correspond à votre ordinateur. Est-ce que là, vous me voyez? Voilà, tout à fait. Je vous vois, je vous entends. Désolé. Non, non, pas de souci. Je vais arrêter le téléphone. Sylviane, j'arrête le téléphone, ok? Voilà, oui, on va avoir un replay. Ouh là là. Bon, J'étais sur le point de vous envoyer un autre outil qui marche très bien aussi, mais bon, si ça marche comme ça, c'est très bien. Voilà, on n'a toujours pas Madame Way avec nous, ce qui est… Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est la caméra. Elle avait activé sa caméra, mais il lui manquait son micro. Alors, est-ce que l'ordinateur avait reconnu le micro ou peut-être avec son… Je peux l'appeler là au Oui, téléphone. allez-y, allez-y. On est… je peux l'appeler comme ça, je saurai où elle en est là. On va… Ah, c'est beau la technologie, mais quand ça marche… Oui, alors… Ben, c'est exactement ce que me dit monsieur… Oui, c'est exactement ce qu'il me dit monsieur Krzyzowski. Est-ce que tu… Le petit logo caméra et micro en bas, s'ils sont ouverts… Peut-être qu'il faut… Oui, tu as un petit micro là. Est-ce que tu as activé… Ça va marcher. On va voir. Vas-y. Oui, oui, oui. Le micro est ouvert, voilà. Ah ouais, ça y est. Là, on te voit. Impeccable. Bon, c'est super. Hein. Ah, c'est pas aussi simple que les mathématiques, hein, visiblement. Bon, écoutez, je vous laisse la parole. Bon, en tout cas, juste, ça sera une brève introduction hein, pour gagner bien évidemment du temps. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation à à nos deux petites journées virtuelles pour les étudiants à Djibouti, voilà, qui rentrent dans le cadre de la campagne d'information et de communication qu'on essaye de mettre en place auprès de nos étudiants. C'est vrai que j'ai rebondi sur une opportunité qui me paraissait intéressante, c'est qu'on avait beaucoup d'étudiants qui ne passaient pas forcément par la plateforme Études en France, mais qui étaient très intéressés par votre université. Donc je me dis, il y a certainement un cadre pédagogique, un accueil ou en tout cas des matières qui correspondent au profil de nos étudiants djiboutiens. Et donc ça me paraissait tout à fait logique que vous soyez des nôtres pour présenter vos filières mathématiques appliquées, mathématiques applicables. J'ai bien révisé mes notes. Voilà, maintenant je vous laisse la main. Monsieur, peut-être Talaoui, si vous avez votre téléphone, je ne sais pas, il y a un petit… Non, moi j'ai arrêté. Moi j'ai arrêté aussi. Ouais. D'accord, non, c'est bon, voilà, c'est bon, ça passe. Écoutez, je vous laisse la main, je vous écoute, je prends des notes en même temps, et puis je interviendrai vers la fin de la présentation. D'accord. Peut-être pour votre présentation… mon écran avec vous, là. Alors, le partage d'écran, en bas de votre caméra, vous avez le troisième onglet, les deux petites télés. Vous cliquez dessus et vous choisissez l'écran qui vous ça y est, est le mieux. Ok, ça marche. C'est parfait. Voilà. Là, normalement, vous voyez tout. Tout est bien, c'est superbe. Voilà. Ok. Alors, je vais mettre en présentation, parce que sinon, en mode plein écran, je veux dire. Et vous confirmez que vous voyez tout, monsieur, s'il vous plaît? Parfait, moi, je vois tout. Parfait. Voilà, vous avez aussi… merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. En effet, nous accueillons beaucoup d'étudiants de Djibouti. C'est vraiment une habitude chez nous. En général, c'est des bons étudiants, d'ailleurs, surtout au niveau master. Avec ma collègue Sylviane Veil, qui est la responsable du Master 1, un autre collègue qui gère avec moi une partie du M2. On va vous expliquer tout ça. Je coordonne l'ensemble du Master avec l'aide de Sylviane, ici présente, et d'autres collègues. Bref. Et évidemment, ce Master, s'appuie sur le laboratoire de mathématiques appliquées du Havre. On va en parler rapidement. Alors, j'ai une petite présentation que j'espère ne va pas trop durer. Au pire, vous m'arrêtez si vous voyez que c'est un peu trop long. Donc, nous allons parler donc, du master mathématiques et applications de l'Université du Havre, Normandie. Alors, j'ai mis même France, hein, je ne sais pas moi qui m'écoute, alors je vais tout. Hein. Si vous avez raison, il faut. Et pour les jeunes qui regardent, des petites photos sur la gauche, même en haut, qui vous montrent un peu quelques bâtiments de l'université.
Des fois, il y aura des petites photos qui montrent la ville du Havre, par-ci, par-là, mais bon, pas tellement bien animé, mais bon. On essaie que ce soit le plus agréable possible, mais aussi efficace. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, le plan de la présentation. D'abord, on va faire une petite introduction sur l'ULHN, c'est-à-dire l'Université Le Havre Normandie, ses composantes, les services au service de l'étudiant et des usagers en général. Nous allons parler ensuite de la filière mathématique et les métiers possibles en suivant cette filière-là. Puis on expose en beaucoup moins de temps le contenu du Master 1 et les 2 parcours du Master 2. On va en parler. Alors, l'Université du Havre. D'abord, c'est une, je dirais pas petite, plutôt une université à dimension humaine. Petite si on compare à Paris 6 ou autre, si on regarde le nombre d'étudiants. Mais c'est une université pluridisciplinaire où on peut suivre un peu de tout, tout ce qu'on veut, y compris bien évidemment les mathématiques. Un peu moins de 9000 étudiants. L'université est située au centre-ville. On n'est pas un peu à la bordure, on est un peu en centre, ce qui peut avoir des avantages pour les étudiants. Donc, je disais université pluridisciplinaire et de proximité, justement. Ouverte à l'international, parce que nous accueillons environ 18 à 20% d'étudiants étrangers, dont les Djiboutiens, évidemment. L'Université du Havre offre une douzaine de langues, d'apprentissage de langues, le chinois, le coréen, le portugais, etc. Et donc, des équipes pédagogiques et de recherche sont évidemment au service de l'usager, mais aussi des professionnels qui participent via des interventions de personnalités extérieures dans différentes filières. Alors, il faut que j'enlève ces trucs qui viennent là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je fais? Là, on voit maintenant, on voit. Ok. Oui. Un peu plus, oui. Des masters, donc nous avons des masters spécialisés, bien évidemment, et de nombreuses activités sportives et culturelles dans notre université. Alors, les composantes d'université. L'UFR des sciences et techniques, ça s'appelle bien sciences et techniques, parce que c'est historique, à la base, dans les années 80, début 90, il y avait plutôt des formations techniques, genre maîtrise, sciences et techniques, et ceci, là. Maintenant, c'est très général, il y a toujours des formations plutôt techniques, et puis des formations généralistes classiques qu'on peut trouver un peu partout en France et ailleurs. À côté du UFR des sciences et techniques, vous avez l'Institut universitaire de technologie, l'IUT, l'Institut supérieur d'études logistiques, une école d'ingénieurs internes, donc qui s'intitule l'ISEL, qui est d'ailleurs la seule école d'ingénieurs Bac plus 5 en logistique en France, pas bien d'école d'ingénieurs. Il y a des formations logistiques, master ailleurs, mais d'école d'ingénieurs, c'est la seule. Elle est portée par la Société du Havre, par la région, et c'est une école interne université qui forme des logisticiens. Vous avez la faculté des affaires internationales. Alors, dans d'autres villes, on appelle ça la faculté droit sans éco. Bon, elle est internationale parce qu'il y a des modules, des formations, genre la formation AES, Administration économique et sociale, qui propose des cours en anglais, la moitié des cours, pas les cours d'anglais, mais les cours de discipline en anglais. Donc, il y a un volet international. L'UFR Lettres et Sciences Humaines, classique, et puis évidemment, on a un service formation continue. Il y a un petit parasite là qui gêne, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être des micros ouverts. Hein. Oui. Bon, on continue quand même. Alors, là, c'est les composantes, il y a donc 5 composantes. Et on va revenir sur l'UFR 5 et technique. Après, les services communs proposés par l'université. Là, je ne vais pas détailler parce que ça prendrait beaucoup de temps. Vous avez d'abord le service des relations internationales. Bon, les jeunes de Djibouti qui viennent, ils passent par ce service afin d'avoir toutes les aides possibles, par exemple l'aide de logement, ce genre de choses, les déplacements, etc. Puisque notre campus, il est à vocation internationale, un suivi des étudiants étrangers assez rigoureux et qui les aide beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent et ils sont contents en général de ça.
Ce service, il est là pour favoriser la mobilité des étudiants locaux vers l'extérieur et inversement, fournit des informations concernant les projets d'échange, des aides financières, enfin tout ce qui est Erasmus, etc. Donc, ouverture à l'international, j'en ai déjà parlé, beaucoup de langues, beaucoup d'étudiants étrangers, on a environ 78 nationalités. Les Djiboutiens, ce ne sont pas les moins nombreux, loin de là, on a pas mal. Et donc voilà, un service classique qu'on peut trouver par ailleurs, sauf que le nôtre est meilleur que les autres, bien sûr. Alors, les services proposés par l'université aussi, je continue, le restaurant universitaire, donc classique, avec des tarifs du Crous, voilà, comme tout le monde, 3 € le repas. Nous avons une bibliothèque, alors là, je peux le dire, on est tous fiers, sur le plan architectural, vous voyez un peu là une photo de l'intérieur, c'est juste un bijou. Et il paraît qu'il n'y en a pas d'autres en France comme ça. Il y en a d'autres qui sont aussi belles, mais celle-là est vraiment unique. Cette architecture-là, en escalier, spiralant, en montant, avec tout ce que vous voyez là. C'est vraiment une vraie photo de la BU, avec bien fourni en termes de documentation, de livres, avec des plages d'ouverture très, très, très élargies, y compris le samedi. Et en situation d'épidémie de Covid, avec un accueil évidemment contrôlé, machin, mais bon, ça fonctionne très bien. Donc, une bibliothèque bien fournie. Quoi d'autre? Service culturel, ceux qui ont envie de faire de la musique, du théâtre et d'autres activités. Un service super bien animé. On a beaucoup de pièces de théâtre, des étudiants, ce genre de choses. Le service des sports, pour faire court, le SUAPS. Pareil, il y a un petit bouquinet qui montre un peu les 40 activités de ce service-là. Donc, les étudiants seront les bienvenus, évidemment, dans ces services. Ils seront épaulés pour faire des activités culturelles ou sportives ou ce genre de choses. Et évidemment, le service qui s'appelle SUIO, c'est-à-dire le service d'information et d'orientation des étudiants. Chez nous, il s'appelait l'Oiseau. Bon, on vient de changer l'appellation, on est revenu au sigle SUIO. Donc, c'est un service qui est là pour aider. Bon, ça commence par même, ils font des cours avec nos formations, nos collègues BIATS du SUO. C'est pas juste la rédaction d'un CV, mais comment faire un exposé devant un recruteur, comment construire un projet personnel, comment monter une entreprise, une start-up, ce genre de choses. Donc, c'est un service qui participe à nos formations. Par exemple, au Master 2, nos collègues font une douzaine d'heures d'orientation et d'insertion, enfin d'aide, trouver des stages, tout ça. Et puis, c'est crédité, hein, il y a des ECTS devant, c'est pas juste une participation comme ça compte vraiment. Voilà, alors je reviens donc aux composantes et à l'UFR des sciences et techniques qui accueille bien évidemment les mathématiques, mais aussi l'informatique, la discipline informatique, département informatique si vous voulez, celui de physique, mécanique, sont de l'ingénieur, chimie, biologie. Ce sont les formations et les disciplines que nous portons via cette UFR, unité de formation et de recherche, donc faculté si vous préférez, sciences et techniques. Alors, nous allons donc parler maths. Enfin, on revient aux maths, après cette brève introduction sur l'université, ses composantes et ses services. Donc, si on accueille des étudiants de Djibouti pour les mathématiques, mais il y en a aussi dans d'autres filières et disciplines de l'université, et s'ils choisissent cette filière, on se doit donc leur dire un peu pourquoi, pas pourquoi il a choisi, c'est leur choix, mais à quoi ça peut mener et comment on a monté cette filière-là et ce master-là. Bien, alors les photos, c'est pour rigoler, vous inquiétez pas, il n'y a rien à... le chat à droite, le calcul est facile, ne cherchez pas. Alors, donc le master. Après le L, bac plus 3, on a un L1, L2 qui est maths info, avec des dominantes maths ou info selon le choix des étudiants. Puis un L3, donc une troisième année de licence purement maths. Et puis on en arrive au master 1 et 2. Avec, alors c'est marqué sur l'écran, j'ai pas ma souris, moi j'ai perdu ma souris, je sais pas pourquoi, mais vous voyez sur l'écran, Master 1,
ou maths info, parce que il y a des passerelles possibles entre le master de maths et le master d'info. C'est vrai que c'est souvent pas très facile à gérer, l'emploi du temps et tout, mais la possibilité, en tout cas, ça a été crédité par le ministère comme cela. On peut, l'étudiant peut choisir en faisant le master de maths, quelques cours en informatique. Mais je rappelle que c'est pas facile en général à cause des emplois du temps très compliqués. Mais s'il y avait beaucoup d'étudiants qui choisiraient ça, ben on peut s'arranger pour voir comment on peut faire. Donc après la licence, on accède au master. La photo de la dame, c'est la secrétaire de la filière maths et du master en particulier. Toujours, répond à des emails d'étudiants venant de l'étranger ou autres. Les étudiants qui ont des questions précises peuvent lui envoyer des emails. Elle répond toujours. Une dame super agréable. Elle est vraiment à l'écoute. Et donc, je disais que ce laboratoire est adossé sur ce master, est adossé sur le laboratoire de mathématiques appliquées du Havre. En rouge, LMAH, qui est une équipe d'accueil affiliée à la fédération CNRS normande, qui porte tous les labos de maths normands. La Normandie, donc c'est la ville du Havre, la ville de Rouen et la ville de Caen, au nord-ouest de la France. Donc cette fédération CNRS est aussi une porte, une ouverture via les grands projets de recherche pour notre laboratoire de maths. Alors sans le laboratoire de maths, il n'y a pas de master, ou alors très faible, et inversement, un laboratoire de maths qui ne présente pas un master, se prive d'un certain vivier de stagiaires M2, voire de futurs doctorants ou de thésards plus tard, même si les doctorants ou stagiaires, évidemment, peuvent venir de l'extérieur. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le master chez nous pour être stagiaire chez nous quand on a des sujets à proposer ou doctorant chez nous. C'est même une majorité d'ailleurs, en tout cas en thèse. Mais ça, c'est classique, c'est pas propre au Havre. Voilà, donc, allons-y. Alors, le master mathématiques et applications. Donc, ce que nous avons prévu avec ma collègue Sylviane V, là, avec nous dans la salle virtuelle, c'est de parler un peu d'abord des applications et le but de la formation, puis quelques métiers vite fait, avant de vous dire, voilà, on fait tel cours en 2 slides, voilà. Parce qu'on a une page web, l'étudiant peut aller voir sur la page web, il y a les cours, les prérequis, le contenu du cours, quel livre faut-il acheter, ce genre de choses. Pas la peine de s'étaler là-dessus, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est fournir une culture de haut niveau en mathématiques et former en 2 ans de futurs cadres supérieurs aptes à travailler au plus haut niveau en entreprise, au sein d'un laboratoire de recherche, dans la fonction publique, évidemment, via les concours qu'il y a ou les recrutements que telle ou telle institution propose pour ses futurs cadres. Donc, mathématiques et mathématiques au sens large, maths appli. Alors, pourquoi faire? Pour identifier les problèmes mathématiques issus du monde des applications concrètes. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Je pourrais parler de la logistique ou de la biologie ou de l'épidémiologie. En ce moment, on vit une épidémie terrible, donc on a ce genre de mathématiques chez nous. Identifier les problèmes. Et le mot autonomie est marqué en gras là parce que c'est fondamental. Savoir apprendre de manière autonome et aborder des projets divers. C'est l'avantage de quelqu'un qui a fait l'université, c'est qu'il n'est pas suivi comme à l'IUT ou à telle école ou telle école. Il doit être autonome, il apprend à être autonome. Et au bout de 5 ans, il est autonome. Éventuellement, il entame un doctorat de mathématiques appliquées pour nous, donc il doit être autonome. Bien sûr, il y a des encadrants, des gens qui l'accompagnent, mais ce volet autonomie est fondamental et un étudiant qui a son master, il est pas mal autonome comparé à d'autres. Savoir utiliser des connaissances et des compétences acquises et les appliquer. Exemple, pour modéliser une problématique concrète, une question concrète issue de l'entreprise, du monde socio-économique, de l'industrie ou autre. Après avoir modélisé, résoudre le problème modélisé, faire éventuellement des traitements numériques, des simulations informatiques pour revenir à la question concrète qui était posée initialement. Tout ça ne suffit pas, il faut aussi savoir communiquer et diffuser ces résultats mathématiques, savoir les partager.
On ne va pas parler théorème de je ne sais pas quoi devant une industrie, tout ça. Il faut qu'on montre communiquer et vulgariser sa science. Et ensuite, et enfin, favoriser la poursuite d'études en thèse de doctorat, bien évidemment, puisque là, je parle du master. Donc, il est possible, après un tel master, il y a des conditions. Il ne faut pas dire à tout le monde que tout le monde peut faire une thèse. Tout le monde qui veut peut faire une thèse. Quand on veut, on peut. Puis, il y a des conditions techniques, genre avoir une allocation, c'est-à-dire une bourse, avoir un sujet, un enseignant-chercheur ou chercheur ou professeur qui est habilité à encadrer une thèse qui a un sujet, et avoir envie d'étudier encore 3 ans au laboratoire, en l'occurrence de mathématiques. Bien évidemment, donc, mais ça se fait, puisque Dieu merci, ça marche très bien. Alors, donc, ça, c'est le but de, j'allais dire, n'importe quel collègue de master aurait pu avoir les mêmes items ici. Il parlait plus ou moins comme je viens de le faire, sûrement mieux, mais voilà, c'est un peu des idées générales, mais vraiment, c'est ce qu'on essaie de mettre en place chez nous, parce qu'on a une équipe pédagogique on est menée par Sylviane Veil dans la salle virtuelle, qui est vraiment proche de l'étudiant. C'est l'avantage des petites universités, parce que bon, on est au même restaurant universitaire, on mange ensemble, les bureaux sont à côté de la salle étudiant, on vit ensemble avec l'étudiant, on se voit tout le temps. C'est un des avantages des universités à taille humaine et des villes à taille humaine, bien évidemment. Alors, le master de mathématiques. Donc, après le M1, dont on va parler tout à l'heure, il y a le M2 qui propose 2 parcours. Un parcours intitulé IMFL, c'est en rouge sur l'écran, pour mathématiques, enfin ingénierie en mathématiques, ingénierie mathématique en finance et en logistique. Il y a une petite erreur de frappe. Ingénierie mathématique en finance et en logistique. Je vais en parler tout à l'heure. Et puis le deuxième parcours, dans le même master 2, deuxième année de master, donc ces 2 parcours, un plus orienté vers la finance et la logistique, d'autres plus orientés vers l'analyse des systèmes complexes. Alors, si on met de côté tout ce qui est finance, holding financier, banque, assurance, et puis tout ce qui est logistique de transport ou autre, il y a tout le reste. Tout le reste, l'industrie au sens large, à part ce volet banque et logistique, finance et logistique, on le met dans l'autre parcours qui est un peu plus fondamental, alors que le parcours IMFL est un peu plus, dans les temps, on appelait ça DESS, master professionnel, un peu plus tard. Maintenant, on n'a plus droit à ces appellations, d'ailleurs, ce n'est plus le principe. Donc, vous avez un master un peu plus appliqué, on va faire beaucoup d'intervenants extérieurs, beaucoup d'ingénierie, alors que le parcours MASC, M-A-S-C, pour maths et analyse système complexe, lui, bien qu'il offre ce volet appliqué, bien évidemment, on va y faire un peu plus de maths fondamentales, et on pense que les gens qui veulent faire une thèse, ils vont plutôt aller dans MASC que dans IMFL. Mais tout est possible. Alors, les voies professionnelles de l'un, comme je disais, ce sont plutôt les banques et les entreprises qui s'occupent de logistique, par exemple une plateforme portuaire ou autre. Et puis l'autre, masque, c'est plutôt les entreprises, industries, enseignement, recherche, ce genre de choses. Sachant que ces 2 parcours se partagent un certain nombre d'options, et pas que les cours d'anglais, évidemment. Il y a 3 ou 4 options communes à ces 2 masters. En bas, vous avez les noms des collègues qui gèrent le master. Bon, Sylviane, qui est présente dans la salle. Au milieu, notre collègue Adnan Yassine, qui gère le IMFL. C'est un collègue qui travaille lui-même en tant que chercheur sur des applications logistiques. Et puis moi-même, à droite, je travaille plus sur les applications écosystèmes, épidémiologie, neurosciences, plus de maths fondamentales qu'au milieu, où ça va être plus ingénierie, plus numérique. Sylviane, elle est statisticienne, j'ai oublié de le préciser, elle est prof de stats. Alors, si tout a du master, si vous regardez, vous prenez une photo de l'écran avec votre portable, vous avez l'adresse, donc qui est si vous allez sur le laboratoire de maths LMAH, vous avez une rubrique formation.
Donc, ça, c'est une copie d'écran. Vous voyez l'accueil du master en haut à gauche, master 1, 2, master 2, master IMFL, master 1. Vous avez toutes les informations. Peut-être que tout à l'heure, ça dépend, on verra à Philippe si on a le temps de cliquer sur le site, mais sinon, chacun pourra y aller seul. Et vous avez le contenu de chaque cours détaillé. Vous avez même les photos des collègues qui enseignent, c'est dire. Alors, combien de temps j'ai, monsieur Ronski? Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Ah, c'est bon. Alors, on va parler un peu filière des maths. Pourquoi on fait des maths? Pourquoi on a préparé ces transparents? Parce que en France, en tout cas, c'est comme ça. Si vous demandez à votre voisin, mais il est étudiant en maths, il veut faire prof. Ben non. Quand on fait des maths, c'est pas uniquement pour faire prof. C'est pas seulement, des fois, ça n'a rien à voir avec l'enseignement. D'ailleurs, les concours, bon, niveau enseignement supérieur recherche, c'est beaucoup moins que 20% de gens qui ont fait des maths, je parle même d'un doctorat de maths, intègrent l'enseignement supérieur ou la recherche en maths. C'est-à-dire que les 4 sur 5 vont dans l'entreprise et ailleurs. Donc, c'est pas vrai. Alors, on va le démontrer par quelques exemples sur l'écran. Parce que je me pose avec Sylviane la question des débouchés sur les cursus de mathématiques. Comment devient-on mathématicien, bien évidemment? En quoi consiste ce métier? Et on va tordre le cou aux idées reçues. Étudier en maths, c'est égal prof. C'est archi faux. Alors, on va donner des exemples. Bon, là, à la fois, c'est pour égayer, si je peux me permettre, mais c'est sérieux. Là, on voit des maths partout. On voit aussi, bien sûr, de la physique. On voit de l'électrotechnique, on voit de l'automatique, on voit de l'informatique, on voit de la gestion, on voit de la science économique, on voit de la biologie, médecine, évidemment. Mais on voit aussi des mathématiques. Quand on pense carte vitale ou carte bancaire, il y a le volet crypto, c'est, j'allais dire essentiellement maths, non, mais c'est énormément de mathématiques. Sans maths, on ne peut pas faire de la crypto. Sans maths, d'ailleurs, on ne peut pas aller sur Google chercher quelque chose avec un mot-clé. Il y a des algorithmes et des théorèmes de maths très connus, et ça se développe de plus en plus pour utiliser des algorithmes Google ou votre moteur Internet préféré. Côté art, parce que j'ai mis une fractale au milieu, bon, on peut faire de belles images en faisant des maths, des équations différentielles, des équations discrètes, et dessiner des fractales, peu importe. Vous avez beaucoup de stats. Alors, il y a des stats, c'est un volet archi important. Ça, on le voit tout le temps. Les stats, c'est beaucoup plus facile à comprendre pourquoi on fait des stats. Donc, des maths un peu à droite. En biologie, en épidémiologie, tous les soirs, on voit des courbes à la télé qui utilisent pas mal de stats pour parler Covid. Côté, quoi d'autre? Que je peux parler quoi? Ben, il y a un cardiaque, là, un cœur, et puis un cerveau neurosciences. Alors là, les réseaux de neurones, les systèmes complexes, les interactions entre plusieurs neurones, tout ça, c'est aussi, bien sûr. Je suis pas en train de dire c'est que des maths, ça va de soi. Les maths viennent enrichir et aider à modéliser et à répondre à des questions, non seulement pour faire des prévisions, mais aussi pour comprendre des problématiques. Des fois, on a besoin de comprendre. Quand on réussit à faire un modèle qui doit être validé, bien sûr, ben on arrive à comprendre certaines choses et puis, éventuellement, faire des prévisions. Un biologiste a besoin, sur sa paille, de faire des prévisions parce que ça coûte cher. Il ne peut pas revenir tous les jours à 3 heures du matin, rajouter une goutte de je ne sais pas quel produit pour toutes les secondes, parce que non. Il va faire un travail, il va nous donner des données, et on va lui faire des prévisions qui lui disent si vous continuez comme ça le lendemain, vous allez avoir cette tendance-là. Et si vous faites juste une goutte toutes les heures, eh ben, on peut vous dire ce qui se passe entre les 2 gouttes. Ça, c'est la modélisation et de l'analyse mathématique qui, bien sûr, requiert beaucoup de mathématiques fondamentales pour donner un cadre sérieux qui protège celui qui fait l'application et qui lui assure une exactitude des résultats. Enfin, exactitude pas au sens maths, c'est-à-dire l'applicabilité. Quand on prend l'avion, il y a beaucoup de maths derrière. Bien sûr, il y a beaucoup de physique, de calcul des structures, de tout ce que vous voulez, mais l'aile vibre et peut casser. Mais bon, quand on va faire des codes numériques, on va
On va faire des simulations, on va vous dire au constructeur, si vous faites ça, ben, vous aurez telle résistance, tel ceci, tel cela. Après, je peux vous parler aussi vite fait, pour conclure sur ce slide, de la logistique et de la finance. Vous voyez des bateaux, des conteneurs. Alors, vous savez sûrement, Le Havre, c'est un très grand port en France. C'est le premier port en matière de France, quatrième d'Europe en matière, quatrième, cinquième, je ne sais plus, mais premier en France en matière d'échange de conteneurs. Deuxième, après Marseille, tout tonnage confondu. Mais si on regarde les conteneurs, c'est le premier, c'est l'un des ports les plus importants d'Europe. Donc, il y a beaucoup de cargos qui rentrent pour les conteneurs, qui partent, qui rentrent, qui sortent. Et ce sont des questions fondamentales. Lesquelles? Alors, un port, ce n'est pas juste un bateau qui rentre, c'est beaucoup de quais. Après, il y a beaucoup de plateformes logistiques, il y a des cavaliers qui prennent les conteneurs, qui les déposent ou pas. Il y a une façon de stocker les conteneurs. On ne peut pas mettre des produits dangereux à côté d'autres produits. On ne peut pas mettre le conteneur qui sort que demain sur un conteneur qui sort aujourd'hui parce qu'il faudra déposer, reposer. Tout ça sont des casse-têtes mathématiques. Puis après, d'ailleurs, quand on rentre au port, admettons que le porte-conteneur rentre. Après, il y a l'acheminement vers l'intérieur du pays, qu'il soit un acheminement fluvial, routier, autoroutier, peut-être aéroportuaire, quand il y a un aéroport à côté, enfin tout ça. Il y a toutes ces questions, et puis la sortie, toutes ces questions, plus le volet qui n'est pas maths, mais qui est plutôt sciences humaines, le volet acceptabilité, usage, parce qu'une grève des dockers au Havre, ça coûte archi cher par jour de grève, c'est histoire de millions d'euros. Donc ce volet acceptabilité, le volet droit, parce qu'il faut, il y a un volet juridique, il y a un volet de traduction des documents, il y a un volet douane, un volet sécurité, parce qu'on scanne les conteneurs. Quand les États-Unis, il n'y a pas un conteneur qui rentre sans être scanné. Par exemple, en France, on fait plutôt un travail statistique, c'est-à-dire un conteneur sur plusieurs, de façon pour vérifier la sécurité de ce qui rentre ou pas, de ce qui rentre dans le pays. Donc, il y a un volet juridique, voilà, je pourrais en parler des heures, mais il y a un volet mathématique certain qui fait appel à ce qu'on appelle l'optimisation et la recherche opérationnelle. Donc, c'est d'ailleurs le parcours 2 du master, de notre master IMFL. Il travaille sur ce volet logistique, portuaire, etc., comme il travaille, il propose des cours sur le volet finance et banque. L'autre parcours, c'est plutôt le reste sur les photos de l'écran. Voilà, j'ai résumé un peu mon slide, mon transparent avec Sylviane pour vous dire que bon, c'est pas juste pour faire joli, mais pour montrer un peu où les maths sont cachées partout, cachées, pas dans les industries. Hein. D'ailleurs, les diplômés de maths dans les boîtes, dans les industries, on ne les appelle pas le mathématicien, on l'appelle l'ingénieur, alors que c'est des diplômés de maths. Donc, Philippe, 3 ou 4 exemples et après, on va conclure. Donc, les maths sont partout, omniprésentes, dans l'industrie, l'aérospatiale, l'imagerie, la crypto, voilà, tout ça, j'ai dit, je ne vais pas répéter. Elles apparaissent aussi dans de nombreux autres secteurs, sondage, elles voient les stats, hein, gestion des risques, protection des données, cryptographie, quand vous envoyez ou faites un achat sur Internet, votre code banque, etc., sont cryptés. Donc, il y a des outils mathématiques de cryptographie, par exemple, celle qui utilise la théorie du chaos, c'est une théorie mathématique de système dynamique. On cache un signal utile, genre mon numéro de carte bancaire, dans un signal chaotique, donc qu'on ne peut pas casser. On envoie au receveur qui connaît le message qui porte mon message secret, c'est-à-dire mon numéro de carte, et qui peut en déduire donc le message utile. Elles interviennent dans la vie quotidienne, télécommunications, transport, on a dit tout ce qui est optimisation, recherche opérationnelle, etc. Tous les gens diplômés, ils vont à 80% ou moins 75% dans ces métiers, plus que dans l'enseignement. Les métiers du numérique, là je vais être obligé d'aller très vite.
de biomédical, santé, banque, logistique, enseignement, ça va de soi. Je disais tout à l'heure que le type de l'emploi comporte souvent le terme ingénieur. Si c'est au niveau master, évidemment, il faut avoir un master pour mériter se faire appeler par monsieur l'ingénieur ou analyste chargé d'études. Il est très rarement, on n'appelle pas les gens mathématiciens, alors que ce sont des mathématiciens derrière, ou d'autres métiers, mais pour les maths, c'est ça. Voilà, quelques idées de métiers: modélisateur, analyste financier, ingénieur calcul scientifique, logisticien, tout ça, c'est des matheux derrière. J'espère qu'après ça, les gens ne vont plus dire oui, je fais des études de maths, donc prof. Voilà, je suis obligé de passer ça, sinon je vais rester là jusqu'à demain à parler pour laisser la place à quelques questions. Tous les transparents que je saute, c'est pour montrer un peu les métiers des maths. Ce slide-là, il est spécifique pour l'enseignement. D'ailleurs, vous voyez un prof qui engueule son étudiant à gauche, alors qu'on ne fait jamais ça. Il est vrai, je marque, que professorat et recherche resteront créateurs de nombreux emplois. Il va de 20% à 25% pour le secondaire en France, 20% pour l'enseignement supérieur et la recherche en France. Hein, je ne connais pas les chiffres à Djibouti ou ailleurs. Et donc, bon, c'est quand même un bon pourcentage. Mais le reste, on peut faire des maths pour faire autre chose, pas que pour faire prof. Mais si on a envie de faire prof, c'est très bien, on en manque. Et pour tout ça, il faut un master. Si on n'a pas le master, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas forcément au chômage, mais c'est quand même un peu plus compliqué. En France, il faut passer par le concours CAPES ou concours agrégation après le master 2, parce que maintenant, c'est comme ça, c'est du bac plus 5, tout ce qui est métier de l'enseignement, que ce soit l'instituteur à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, c'est du bac plus 5. Bon, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais on pourrait en parler. Dans les SP, ce qu'on appelait les UFM avant, bon, information. Après, pour bac plus 8, c'est plutôt l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà. Alors, maintenant, on va parler 2 minutes sur le Master 1, vite fait par Sylviane, puis après, je reviens au Master 2. Promis, ça sera très rapide. Enfin, peut-être Sylviane a envie de parler. Tu as la parole, Sylviane. Il nous reste une dizaine de minutes, donc il va falloir se débrouiller pour je vais juste préciser que, parce que je ne sais pas si ça apparaît bien dans le site là, de Campus France, c'est que le Master 1, la première année, elle est généraliste en fait. Hein. Il n'y a pas une année M1. Parce que malheureusement, oui, ça apparaissait comme ça, j'avais demandé de le faire changer, mais ce n'est pas un M1 IMFL, si vous voulez, ou un M1 masque. Hein. C'est une première année qui s'appelle M1 de mathématiques et applications. C'est-à-dire, il n'y aura pas, ce sont des UE, ben, elles apparaissent là, mais vous les avez aussi sur le site. Hein. Ce sont des UE avec des mathématiques générales hein, qui va couvrir l'ensemble des mathématiques. Hein. Donc, par exemple, analyse fonctionnelle, EDO, distribution, statistique. Après, il y a le choix des options, EDP, donc qui sont des UE de mathématiques fondamentales. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de spécialisation en finance ou en logistique au niveau de la première année. Hein. Donc, c'est un Master 1 qui est généraliste hein, complètement, quasiment avec la même structure que vous pouvez retrouver dans d'autres universités. Hein. La spécialisation, je vais juste bien préciser qu'elle se fait au niveau de la deuxième année. Hein. Donc, nous, le recrutement, on sélectionne maintenant les étudiants au niveau de la première année. Hein. Après l'affectation en M2 masque ou M2 IMFL, bon, se fait par rapport au choix des étudiants, hein, mais aussi par rapport à leurs résultats. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup plus d'étudiants qui demandent le master de IMFL. Bon, ça va se faire suivant les résultats. Hein, mais bon, on essaie quand même toujours de tenir compte du choix des étudiants. Mais la sélection hein, se fait au niveau de la première année. Donc, si vous êtes sélectionné en première année, vous serez automatiquement, entre guillemets, c'est sûr qu'il faut valider la première année, mais vous serez pris dans un des deux masters. Enfin, de deuxième année de master. Oui. Donc, la structure, elle est vraiment généraliste. Hein. Et, je voulais préciser ça. Donc là, vous avez le petit schéma qui vous montre, bon, on n'a plus beaucoup de temps, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Sinon, le contenu se trouve sur l'adresse qui est dans le résumé que je vous avais donné. Hein. Ouais, je vais montrer le site vite fait. Donc, ok, donc regarde. Là, il y a le site. Vous avez le site, vous pouvez aller dessus. Je vais montrer vite fait en 30 secondes sans surfer dessus. Et puis, pour le Master 2, donc vous avez aussi les contenus dans le site et vous avez le diagramme. À gauche, c'est le MASC, le parcours mathématique fondamental et appliqué.
À droite, le parcours ingénierie mathématique pour la finance et logistique. Il y a tous les modules qui sont détaillés sur le site, c'est-à-dire avec le contenu, les prérequis, ce qu'il faut faire pour bien suivre. Et ce qui est en rouge, c'est ce qui est commun aux deux parcours. Par exemple, évidemment, l'anglais, l'insertion professionnelle, le stage qui peut être par-ci ou par-là, mais aussi ce qu'on appelle méthode numérique pour la finance. Ce sont des équations dérivées partielles dans lesquelles on regarde un peu ce qui se passe pour les options. Alors, ce n'est pas des produits financiers type BTS, DUT, c'est vraiment je parle options. Donc, ce sont les promesses de vente ou d'achat d'un paquet d'actions ou de sous-jacents en général. Donc, ce sont des équations dérivées partielles. Les modèles stochastiques qui reprennent la même chose ici, mais via le volet aléatoire et stochastique et probabiliste. Et donc, les étudiants pourront aller voir sur le site tous les détails et même plus, puisqu'il y a le contenu de façon plus détaillée. Ça va me permettre de laisser ça 2 secondes pendant que je recherche et on conclut là-dessus si vous en êtes d'accord. Pour laisser la place aux questions, si j'arrive à remettre voilà, vous allez sur Google ce que vous voulez, et vous tapez l'adresse que je vous ai donnée plusieurs fois, et normalement, vous voyez tout ça sur l'écran. Non, je suis trompé, c'est pas ça du tout, c'est master, pardon. Voilà, le master de mathématiques et applications, Université du Havre, Normandie, accueil du master, vous y êtes. Là, c'est Delphine Baran, la secrétaire. Vous avez les actualités. Par exemple, là, la rentrée a eu lieu le 21 septembre. C'est toujours la date vers le 15-20 septembre, la rentrée. Vous cliquez sur Master 2, vous avez les détails, y compris, je disais tout à l'heure, quand les collègues nous ont donné la photo, vous avez là Benjamin Ambrosio qui fait un cours sur la modélisation EDP en sciences du vivant. C'est écrit en français et en anglais. Si vous cliquez sur le français ou l'anglais, la langue de votre choix, si vous allez là, vous allez l'objectif du cours. Voici l'objectif, voici le programme détaillé, voici la bibliographie à avoir. Alors, des fois, c'est 1 page, des fois, c'est 2 pages. Chaque collègue a mis ce qu'il veut. Si vous allez sur le cours d'Alexandre Béret, de stats, là, vous avez avec Sylviane, ils font des cours statistiques des valeurs extrêmes. Il y a le cours, il y a le programme détaillé. Évidemment, les profs sont au service pour répondre à des questions plus précises. Voici, donc c'est facile. Il suffit de copier cette adresse. Tout est en ligne, de toute façon. Tout est en ligne pour les détails, parce que je pensais que ce n'est pas très intéressant de parler détails. L'étudiant va aller voir, et puis voilà, quoi. Il est important que l'étudiant fasse aussi ses propres recherches, ses investigations pour effectivement déterminer la formation qu'il a envie de faire. Moi, c'est vrai qu'il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais je vous poserai peut-être une question par rapport en fait aux prérequis que vous pouvez attendre d'un étudiant de Djibouti pour intégrer votre master. C'est-à-dire sur quels seraient les points les plus importants sur son dossier académique que vous allez regarder, son dossier académique, mais aussi son CV, ses motivations. En quelques mots, qu'est-ce qui vous attire dans Je laisserai Sylviane répondre et compléter ma réponse. En général, les clients de Djibouti qui viennent en ENA, on n'a pas trop de problème avec eux. Le volet qui les handicape souvent, c'est le volet numérique. Parce que, comme ce sont des mathématiques appliquées, il y a des options ou certains cours où on fait appel à la machine, à l'ordinateur, à de la programmation, peu importe le langage C ou Python, ce que vous voulez. Mais l'esprit programmation, mais pas que les étudiants de Djibouti. En général, les étudiants étrangers, en tout cas venant d'Afrique, du Maghreb, ils sont un peu moins performants en matière de programmation et de modélisation informatique. Sinon, sur le volet théorique, ils s'en sortent autant que les autres, il n'y a pas de problème. Je laisse Sylviane compléter. Oui, alors pour la sélection en master première année, donc il faut avoir fait une licence de maths, hein, évidemment. Bon, moi je vérifie qu'il y a certaines UE, il faut qu'il y ait fait de la mesure, etc. Parce que quelquefois, il y a des étudiants qui ont des licences mathématiques et informatiques. Il faut quand même qu'il y ait une dominante de maths,
cette année, je vérifie que certaines UE ont bien été suivies de maths fondamentales, en fait. Après, c'est vrai que ceux qui, moi, je vais préférer les étudiants qui ont des mentions, la licence avec mention bien. Bon, là, ils sont quasiment sûrs de bien réussir. Moi, avec les antécédents que je peux avoir d'étudiants djiboutiens, ils vont bien réussir s'ils ont une mention, mais bon, c'est pas indispensable. Bon, après, je compléterai effectivement. Oui, le seul problème, ou là où ils vont avoir des problèmes, c'est en informatique plutôt. Donc, par exemple, en graphe, il y a l'outil Java, donc là, ils vont avoir plus de problèmes, et même de manière générale avec l'outil informatique. Il y a des étudiants, ils ont vraiment des difficultés, c'est plus sur ça. Mais sur le niveau académique en maths, bon, il n'y a pas vraiment de problème. S'ils ont une licence, mention assez bien, mention bien, ils n'auront pas de problème pour suivre. D'accord, d'accord. Après, c'est vrai que la problématique de l'informatique, c'est que ici, ce n'est pas forcément évident pour un étudiant d'être équipé. Le Oui. matériel revient quand même très cher pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. La connexion après, tout ce qui va être Internet, etc., c'est aussi une autre problématique. Ça a été très soulevé, notamment lorsque avec la Covid, on parlait de cours délocalisés, etc. Nous, on avait été interrogés par le département pour savoir si à Djibouti, il y avait les moyens de. Là, ça reste accessible, mais à ce moment-là, ça devient très très cher pour un étudiant de s'équiper en système, enfin en tout cas en moyen de communication et de réseau, enfin, ou de la 4G ou du filaire. Donc, voilà, je pense que c'est plus lié aussi aux conditions générales dans le pays. Mais après, bon, voilà, effectivement, s'il y a du travail derrière, je pense qu'ils arrivent après à récupérer une partie. Oui, il faudra travailler plus dans ce domaine-là quand ils vont arriver en France, en fait. Il y aura peut-être plus de travail à fournir de ce côté-là. D'accord. Est-ce qu'au niveau des langues, par exemple, des prérequis de langue, est-ce que, bon, je ne crois pas que le français soit exigé, enfin, vous ne demandez pas forcément un niveau, mais est-ce qu'au niveau de l'anglais, par exemple, il y a une demande, parce qu'en général, souvent maintenant, les formations se font aussi en anglais, ou on demande aussi à nous, on a une UE d'anglais pour chaque semestre au niveau de la première année, deuxième année aussi, c'est obligatoire, l'anglais. Bon, après, les niveaux, ça dépend d'une personne à l'autre. Je ne peux pas vous dire, il y en a qui viennent de l'étranger, qui ont un très bon niveau en anglais. Mais on a de l'anglais à chaque semestre. En fait, il y a une UE d'anglais qui est obligatoire. D'accord. Donc après, pas de prérequis particuliers, enfin pas de niveau minimum de demandé. Non, en anglais. On se fait en français en M1. Et même deux, c'est vrai qu'on avait prévu, comme le master il est à vocation internationale, si on a reçu beaucoup plus de étudiants anglophones, on ferait des cours en anglais. Mais bon, pour l'instant, c'est dominante francophone, donc on n'a jamais eu de problème pour l'instant, et puis les étudiants, ils parlent très bien français, il n'y a pas de problème avec ça. C'est super. Écoutez, voilà, bon, désolé pour les bugs du démarrage qui nous ont grignoté un petit peu de temps, mais en tout cas, votre exposé a été extrêmement clair. Enfin, en tout cas, même pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je serais ravi de pouvoir, si nous avons des étudiants intéressés par les mathématiques appliquées, non pas pour devenir professeur, ça je vais bien noter. Pas seulement. Ça a été martelé, mais c'est bien parce que c'est vrai que je vous le cache pas, quand on voit des motivations, je vais faire des maths pour devenir prof, on sent que quelquefois le projet pédagogique derrière n'est pas forcément très réfléchi, ou par manque de connaissances, parce que l'étudiant n'est pas allé chercher l'information sur les sites, sur les établissements. Donc en tout cas, on a une ligne d'information dans cette petite capsule vidéo, donc comme ça elle sera à disposition des étudiants, ça leur permettra de chercher tout ce qu'ils veulent. On a les sites internet, les adresses, les liens, les noms des différents responsables. Donc maintenant, à eux de prendre en main leur dossier, leur choix. Leur vice-présidente Madina Daher était mon étudiante en doctorat, donc le problème c'est elle. Très bien. Écoutez, on va remonter l'information. On dit à Madina que s'ils n'ont pas d'ordinateur, c'est sa faute. Elle a fait quelque chose avec moi, mais ça fait un moment déjà. Non, mais ça fait plaisir, voilà, de entendre des noms que l'on connaît et que l'on croise, je ne vais pas dire au quotidien, mais qu'on croise assez régulièrement. Donc voilà, ce qui prouve bien effectivement qu'il y a un vrai lien entre Le Havre et Djibouti. On va essayer de le pérenniser, de peut-être de trouver des petites astuces par la suite. Enfin voilà, en tout cas, vous savez
où nous sommes. J'espère que d'autres formats de présentation pourront être proposés par l'avenir, peut-être en présentiel. Enfin, on a encore des idées pour 2021. Avec plaisir. Voilà, en espérant que ça soit un peu moins contraint que cette année 2020 qui tire à sa fin, enfin. Voilà, et donc je tenais encore une fois vraiment à vous remercier pour votre intervention, votre gentillesse, et d'avoir sorti un petit peu comme ça de nulle part 2-3 candidats d'une candidature souvent sur Études en France malheureuse, mais voilà, ils ont trouvé une voie et j'espère qu'aujourd'hui ils se font vraiment plaisir dans leur formation. C'est surtout ça qu'il faut noter, qu'il faut expliquer aussi aux étudiants, c'est qu'ils sont capables de réussir. Souvent ils doutent, hein, ça reste des jeunes étudiants qui ont un petit peu peur, ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Non, non, voilà, vous avez donné des noms et des exemples d'étudiants tout à fait capables de réussir. Donc, ça sera surtout ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup, en tout cas, et au plaisir d'une prochaine rencontre. Avec plaisir. Nous restons en contact. Merci bien. Allez, au revoir. Au revoir, vous deux. Merci. Au revoir.